Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Elisabeth Martichoux, bonne année. Bonne année. À vous aussi, coordinateur de la France Insoumise, pour ne pas dire numéro 2 du parti. Hein. C'est une terminologie que vous préférez à l'autre. En tout cas, merci d'être ce matin sur LCI. Un mot d'abord de Carlos Ghosn, qui a fait un show hier depuis Beyrouth, très combatif. Justice japonaise, Nissan, pouvoir public français, tout le monde en a pris pour son grade. Bon, il est accusé. Il contre-attaque, il a raison. Carlos Ghosn est un justiciable comme les autres, mais vous remarquerez quand même que son évasion spectaculaire, qui fait beaucoup parler, n'est pas à la portée de tout justiciable, je pense. Ça mérite aussi d'être interrogé. Lui dit, effectivement, la justice japonaise, et sa thèse n'en est pas une, et donc il explique qu'il avait besoin de s'y soustraire. Bon, dont acte, lui c'est ce qu'il dit, il se défend, hein, vous l'avez dit, et je crois que n'importe qui se sent maltraité essaye d'échapper à celles et ceux qui le maltraitent. En attendant, effectivement, moi je serais intéressé d'en savoir un peu plus sur les conditions de cette évasion, par exemple. Quelles sont les transactions financières éventuelles? Est-ce que le fisc est au courant de toutes ces transactions financières, s'il y en a? Bref, je crois que... Une évasion, par définition, et si vous dites que tout accusé a un sentiment légitime d'évasion... Ça, je pense que ça dépasse l'entendement. Je veux dire, si vous êtes privé de liberté, vous êtes voilà. A priori censé aussi penser à comment vous échapper à cette privation de liberté. Mais je pense c'est ce qu'a dit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon. Oui. Ouais, mais il a dit qu'il comprenait tout à fait le sentiment et le besoin d'évasion de Carlos Ghosn, qui était victime de maltraitance. Disons au que, Japon. en tout cas, l'application et le respect des droits de l'homme vaut pour tout justiciable, quel qu'il soit, et qu'il s'agisse d'un grand patron qui, de mon point de vue, nous coûte bien trop cher et dont on pourrait regarder aussi ses exactions financières, le fait qu'il ait beaucoup licencié et que ses succès économiques prétendus étaient notamment le fait de beaucoup de dureté sociale. Il ne s'agit pas de faire la défense de Carlos Ghosn, hein. C'est ni à Jean-Luc Mélenchon ni à moi que vous avez demandé de faire la défense de Carlos Ghosn, mais néanmoins, effectivement, nous n'avons pas des principes. Nous n'avons pas de principe. C'est pas une question d'argent. C'est pas parce nous n'avons pas de principe à géométrie variable, en tout cas, effectivement, et on peut, même si moi il ne m'appartient pas de juger de la justice japonaise et de ses qualités, en tout cas, ce qui nous a été remonté régulièrement dans la presse montre qu'effectivement, il y a eu un traitement qui était assez dur. Pour autant, voilà, bon, je ne veux pas non plus rentrer dans la logique qui consiste à faire la défense de Carlos Ghosn, parce que Carlos Ghosn, c'est aussi des rémunérations incroyables, 15 millions par an, 21 000 personnes licenciées quand il est arrivé à Nissan, et puis des affaires aussi en France, sur lesquelles potentiellement la justice pourrait être amenée à s'y intéresser prochainement. Voilà. Oui, donc maintenant, lui, il se défend, mais encore une fois, je pense qu'on a besoin aussi d'en savoir plus sur les conditions de cette fuite. C'est intéressant. Enfin, l'homme poursuivi en justice, qui dénonce un complot et qui tient une conférence de presse pour dénoncer l'iniquité des accusations, ça vous rappelle quelqu'un? Mais c'est une défense comme une autre, Elisabeth Martichoux. C'est la défense qu'il a choisie. Oui, alors si vous voulez absolument faire la comparaison, mais d'ailleurs... Elle ne vaut pas? Si on faisait la comparaison, faisons la comparaison sur le traitement médiatique. Si vous voulez faire la comparaison, on peut la faire. Moi, j'ai pas de difficulté avec ça. Quand Jean-Luc Mélenchon parle d'une instrumentalisation de la justice à des fins politiques, pour les médias, c'est folklorique. Par contre, quand Carlos Ghosn, lui, parle d'une instrumentalisation de la justice à des fins économiques, là, finalement, les arguments valent le coup d'être entendus. C'est intéressant, n'est-ce pas? Bon, voilà, si vous voulez faire le parallèle, on peut. Même si moi, je ne me serais pas amusé à le faire devant vous ce matin. Il se dit prêt, Carlos Ghosn, ou plutôt il se dit lâché par la France. Écoutez cet extrait. Où on est d'accord et on est convaincu de la présomption d'innocence et on doit être en ligne avec cette conviction, mais on ne peut pas dire on est pour la présomption d'innocence et on dit il est coupable sur la base d'audits intérimaires, sur la base d'informations qui n'ont pas été contredites et dans lesquelles moi-même je n'ai pas été interrogé. Ça, je ne suis pas d'accord. Voilà, donc c'était un extrait dans lequel il développait le fait que la présomption d'innocence, selon lui, n'a pas été très bien respectée et par les politiques français et d'ailleurs aussi par le club des grands patrons. Bon, pour moi, elle l'est, en tout cas, de ce que j'ai pu observer. Mais s'il se sent lâché par la France, moi, j'aimerais effectivement que la justice française puisse s'intéresser aux affaires françaises qui le concernent et qu'il puisse être jugé comme tout justiciable. Voilà. Il a dit qu'il était prêt à revenir en France s'il était convoqué. Est-ce que vous le croyez sincère ? Franchement, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais je crois effectivement que, comme il y a des affaires en France, comme les syndicats aussi, on a vu notamment ce communiqué de la CGT Renault qui dit voilà, il y a des exactions aussi potentiellement financières françaises sur lesquelles la justice ferait bien de s'intéresser, effectivement.
s'il y a matière pour la justice française à intenter un procès contre Carlos Ghosn, eh bien effectivement la justice doit pouvoir faire son travail. C'est valable effectivement pour Carlos Ghosn comme pour tout justiciable. Vous souhaitez qu'il y ait des poursuites judiciaires. Mais en tout cas que la justice puisse faire son travail. Ça vous a pas, pour finir, pour conclure, parce qu'on ne va pas y passer l'hiver comme on dit, mais ça vous a frappé cette mise en scène hier 130 journalistes venus du monde entier, une certaine fièvre, cet homme qui pendant 2h30, alors qu'il a passé presque 2 ans quand même dans des conditions qu'il dénonçait comme très dures, à cette énergie inouïe de se défendre. C'est ce que je vous disais au début, c'est que c'est pas à la portée de tout justiciable. Comme le train de vie de Carlos Ghosn, d'ailleurs, n'est pas à la portée de tout le monde. Enfin, on se souvient notamment de ses grandes réceptions à Versailles. Ça vous bluffe pas, ça ne vous bluffe pas. Non, très franchement, non, pas spécialement. Et puis surtout, moi, ça m'interroge sur effectivement comment il peut avoir accès à ces moyens pour fonctionner. Et puis, j'interroge effectivement quels ont été les moyens de l'organisation de cette fuite. Et puis éventuellement, s'il y a des transactions financières, est-ce qu'on est au courant? Est-ce que le fisc est au courant également de ces transactions? Voilà. Adrien Quatennens, 4e et nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. Les Français jugent, toujours en majorité, 61% selon Odoxa pour le Figaro, la grève justifiée. Mais, c'est important, il y a une majorité, 57%, qui veut que la grève s'arrête. L'opinion trouve que ça a assez duré. Je suis étonné que ce soit seulement 57%. Moi, je crois que même parmi les grévistes, il y en a beaucoup qui souhaitent que la grève s'arrête. Vous savez, Elisabeth Martichoux, personne ne se lève le matin soulevé d'enthousiasme en se disant on va faire la grève. Alors donc il faut l'arrêter. Donc il faut l'arrêter. Mais oui, il faut l'arrêter. Et pour l'arrêter, il faut le retrait du projet de loi. Voilà la vérité. C'est que la responsabilité du blocage, la radicalisation, elle est le fait d'Emmanuel Macron. C'est lui qui s'enferme dans un aveuglement idéologique et qui essaye d'imposer une réforme des retraites qui ne correspond pas au modèle social français. Et puis surtout, parce que quand il n'y a plus d'arguments sur le fond, on nous répète, mais Emmanuel Macron, il a été élu. Et il avait parlé d'une réforme des retraites. Alors moi, j'ai regardé, j'ai ressorti le programme du candidat Macron. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas mis à la poubelle, à ressortir vos archives. En page 13 du programme du candidat Macron, c'était écrit, s'agissant des retraites, nous ne toucherons ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions. Précisément, la réforme par points va faire les deux. Elle va toucher à l'âge de départ effectif, parce que tout le monde a bien compris que l'âge légal de départ à 62 ans serait maintenu. Oui, mais il va être purement théorique, parce que si vous n'atteignez pas un âge d'équilibre qui va se décaler génération après génération, c'était très clair dans le rapport de Levoy, il faudra travailler toujours plus longtemps et jusqu'au-delà de l'espérance de vie en bonne santé, vous aurez une décote et donc une pension pourrie. Et donc, effectivement, à âge comparable, à âge égal, comparativement au système actuel, le niveau des pensions va baisser. Ce n'est pas acceptable. Adrien Quatennens, reprenons. Vous dites d'abord, nous, on veut que la grève s'arrête. Pour que la grève s'arrête, il faut que le gouvernement c'est la responsabilité du gouvernement. Retire son texte. Voilà. Pardon, les yeux dans les yeux, comme dirait l'autre. Oui. Pardon. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va retirer son projet de réforme des retraites? Je crois que c'est la seule issue raisonnable. Est-ce que vous pensez qu'il le fera? Oui. Le gouvernement ne m'a pas l'air pour l'instant très raisonnable. Donc c'est un problème, effectivement. Je crois qu'il n'est pas dans une logique qui consiste à le retirer. Et donc il y a un rapport de force qu'il a souhaité, qui s'est engagé, qui passe notamment par la grève. Et d'ailleurs, moi j'attire votre attention sur le fait que les premiers à subir les conséquences de la grève sont les grévistes eux-mêmes, qui perdent du salaire. Et donc je dis aussi à votre micro, aux Français qui nous écoutent, tout le monde va être perdant dans ce système de retraite. Que vous soyez aujourd'hui gréviste ou pas. On va entrer dans le détail. Alors, juste que vous soyez gréviste ou pas, vous avez intérêt à ce que ce projet de réforme soit retiré. Ça fait 2 ans et demi que les Français avalent beaucoup de couleuvres avec la politique d'Emmanuel Macron. Je crois même que pour son développement personnel, à Emmanuel Macron, ça ne lui ferait pas de mal, pour une fois, d'admettre que dans l'opinion, il a perdu, qu'il est isolé, justement. Et donc qu'il peut retirer ce projet. Et après, on peut discuter de toutes les solutions. D'ailleurs, je vous en ai apporté. Il ne nous écoute pas. On va en parler. Vous dites qu'il ne nous écoute pas. Je voudrais que vous écoutiez quelques secondes, ça dure 9 secondes, Brigitte Macron, épouse du président, qui était hier à Orléans pour le lancement de l'opération Piège jaune. Voilà ce qu'elle dit de son mari dans le contexte. Il est très ouvert. Il est très ouvert au dialogue. Il écoute, il travaille tout le temps. Mais j'ai un mari qui écoute beaucoup. J'ai un mari qui écoute beaucoup. Il est très ouvert au dialogue. Mais je pense que Brigitte Macron est une adepte de la novlangue macronienne. Vous savez, il ne s'agit pas simplement de répéter des éléments de langage. On cesse de dire depuis des semaines, cette réforme est juste et simple et pour tous. La réforme est juste, simple et pour tous. Oui, mais voilà, il ne s'agit pas simplement de dire que... Le thème, le président écoute. Mais le président écoute. Il est ouvert au dialogue. Il écoute tellement... Il a appelé un compromis rapide, Adrien Quatennens. Oui, mais il écoute tellement que les négociations n'étaient même pas réouvertes,
que le projet de loi était déjà déposé au Conseil d'État. Donc il écoute pour dire quoi? Pardon. Pour dire à celles et ceux qui se retrouvent à la table... Dire ça. Le Conseil d'État a un texte, ça ne préjuge pas de la version finale du texte. Ça, c'est factuel, Adrien Quatennens. Elisabeth Martichoux, à l'Assemblée nationale, quand un texte arrive, c'est pareil, c'est pas sa version définitive, il y a une discussion parlementaire, mais vous connaissez très bien l'issue, en réalité. Si un texte de loi est déjà rédigé, c'est que les grands arbitrages ne sont plus discutables. Donc je caricature à peine si je vous dis que la négociation, ça consiste à dire « Dites-moi, Madame Martichoux, quelle virgule dans le texte vous convient pas et vous voulez la mettre à la place de là où elle se trouve. Ça n'est pas sérieux. La grande trajectoire d'Emmanuel Macron, elle se résume en peu de mots. Parce que c'est difficile à comprendre, hein, c'est un sujet technique, les retraites. Jusqu'à présent, ce qu'on a toujours fait, c'est qu'à mesure que la part des seniors dans la population augmentait, on augmentait proportionnellement la part des richesses consacrées aux retraites. Emmanuel Macron, il arrive et dit « Moi, je veux plus de ça. Le niveau actuel des richesses consacrées aux retraites, on maintiendra cette part. » Alors que toutes les projections démographiques montrent que la part des seniors, elle, va continuer à augmenter. À 14%. Donc, rien que cela suffit à comprendre que c'est l'annonce programmée de la baisse des pensions. Et d'ailleurs, preuve s'il en fallait une, que les pensions vont baisser. Si le PIB augmente, et le PIB augmente... Plusieurs choses. D'abord, tout montre que... Donc les 14%, ça fera en volume plus même si le PIB important, augmente, c'est bien la proportion des richesses consacrées aux retraites comparativement à la proportion des seniors dans la population qui compte. Et puis, il faudrait que le PIB augmente énormément pour que le gâteau à se répartir augmente beaucoup. Et je ne sais pas, y compris dans un contexte de changement climatique, si tout faire reposer sur une croissance infinie du PIB est la bonne solution. Alors moi, je vais vous dire une chose, son objectif est d'abord celui-ci, limiter la part des richesses consacrées aux retraites, donc le niveau des pensions à âge égal va diminuer, preuve s'il en fallait une, Édouard Philippe l'a dit, il faudra travailler toujours plus longtemps, mais Elisabeth Martichoux, sur une radio concurrente il y a quelques jours, Édouard Philippe a dit qu'il était prêt à discuter de toutes les modalités permettant l'équilibre financier du système de retraite. Mais étonnamment, lui n'en voit qu'une seule. En alternative à l'âge pivot. Mais lui n'en voit qu'une seule, faire travailler les gens plus longtemps. Moi, j'attire votre attention sur le fait que travailler plus longtemps n'est pas une fatalité. D'abord, on produit plus qu'avant. D'abord, vous voulez la retraite à 60 ans. Oui, mais vous voulez le retour de la retraite à 60 ans. Elisabeth Martichoux, c'est le progrès. Comprenez qu'un salarié français aujourd'hui produit en moyenne 3 fois plus qu'un salarié français en 1970. Et dans l'intervalle, on a aussi un vrai problème de répartition de la richesse produite. Parce que les seuls qui produisent de la richesse, la seule chose qui produisent de la richesse, c'est le travail humain. Et on va passer plus de temps dans une existence en dehors du travail, c'est-à-dire de 0 à 18 ans, disons, et ensuite de 60 à une longévité qui augmente. On va passer plus de temps dans l'existence à ne pas travailler. Et il faudra financer néanmoins toute cette période pour un nombre de gens de plus en plus important. Est-ce que c'est soutenable? D'abord, vous dire que s'agissant du financement, oui. D'abord, arrêtons-nous un instant sur l'espérance de vie et la durée du travail dans la vie. Emmanuel Macron dit souvent, parce qu'on vit plus longtemps, il faudra travailler plus longtemps. Moi, je vous demande de noter qu'à côté de tous les progrès de la science et de la médecine, c'est notamment à mesure que le temps de travail dans la vie a reculé, ce qui a toujours été un progrès, hein, les congés payés, la durée du temps de travail hebdomadaire, l'âge de départ à la retraite. Quand le temps de travail dans la vie recule, l'espérance de vie augmente. Donc, il y a un lien entre les deux, si vous voulez. Et puis surtout, est-ce que travailler plus longtemps fonctionne dans notre pays aujourd'hui? Vous avez un chômage des seniors qui est incroyable. 300 000 chômeurs de plus... En 80, et on produit plus surtout. Je vous ai dit, un salarié français aujourd'hui produit 3 fois plus qu'un salarié français en les années 70. Et dans l'intervalle aussi, on a un vrai souci de répartition des richesses. Et la question des retraites est bien celle, et son financement, de la répartition de la richesse produite. Elisabeth Martichoux, un salarié français aujourd'hui... Quelle est votre alternative à l'âge pivot? Je termine juste. Ouais. Un salarié français aujourd'hui travaille en moyenne 45 jours par an pour rémunérer les actionnaires. C'était 9 dans les années 80. Donc... Et par ailleurs, travailler plus longtemps ne fonctionne pas, ça aggrave le chômage aux deux extrémités de la vie active. Donc moi je dis, effectivement, il y a des alternatives à travailler plus longtemps. Et le progrès, ça n'est pas de travailler toujours davantage, au contraire. Est-ce que le progrès, ça n'est pas d'augmenter les salaires? Et à ce titre-là, je voudrais vous faire écouter la déclaration de Bruno Le Maire au cours de ses vœux, il y a 2 jours. Tendez l'oreille. Vous me voyez venir, je souhaite que les entreprises fassent aussi leur part du chemin. Elles savent le faire. Je vous le dis, les entreprises doivent garantir un meilleur partage de la valeur. Elles doivent s'engager dans cette voie-là quand leurs résultats économiques sont au rendez-vous. Elles doivent ouvrir des perspectives à leurs salariés.
Les entreprises doivent ouvrir des perspectives à leurs salariés. Le ministre de l'économie, ancien candidat à la primaire de droite, incite les entreprises à mieux payer leurs salariés. Est-ce que vous saluez cette déclaration? Je vais vous dire une chose, cette déclaration, telle qu'elle vient d'être citée, ça pourrait être dans ma bouche. Ouais. Donc j'ai pas de difficulté avec ça. Par contre, j'ai une difficulté avec quelque chose, c'est que quand il s'agit de faire des cadeaux aux plus riches... Mais ça vous étonne pas? Ne serait-ce que ça, ça vous étonne pas? Non, c'est de la communication. C'est uniquement de la com. Bien sûr. Quand il s'agit n'y a pas de sincérité. En tout cas, c'est de la com. Et quand il s'agit de faire des cadeaux aux plus riches, c'est pas des souhaits ou des vœux pieux, c'est conséquent. C'est des milliards et on trouve le moyen tout de suite de les donner. Quand il s'agit de rendre la vie plus dure aux chômeurs et de les rendre quasiment responsables de leur chômage, alors qu'il y a en moyenne à Pôle emploi un emploi non pourvu pour 100 chômeurs disponibles, là le gouvernement sait faire sa réforme. Discours. Que fait Bruno Le Maire concrètement pour que ces vœux pieux, ces vœux pour l'année 2020 s'appliquent? Vous savez, il y a une manière de le faire, par exemple, ça s'appelle un décret, c'est l'augmentation du SMIC. Parce que oui, l'intuition est la bonne, mais c'est pas du tout ce qu'ils font. Oui, l'augmentation des salaires est une solution. D'ailleurs, sur le financement des retraites, moi je propose avec la France Insoumise la retraite à 60 ans. Alors attendez, est-ce que le chômage ne baisse un pas sujet à la fois si vous voulez bien. La retraite à 60 ans, qu'on puisse avoir un niveau de pension, que pour une carrière complète, il ne soit pas inférieur au SMIC, qu'on puisse étendre la reconnaissance de la pénibilité, que personne ne vive sous le seuil de pauvreté. Et je vais vous dire, pour financer ça, il n'y a pas besoin de faire la révolution, Elisabeth Martichoux. Aujourd'hui, il y a 14% du PIB consacré aux retraites. Pour financer nos propositions, dans le contre de la France Insoumise, il faudrait 2 points de PIB de plus. C'est pas grand-chose d'ici à 2040. C'est combien ? Augmenter, c'est quelques milliards, mais augmenter les salaires. Le système des retraites là, c'est la part du PIB. C'est 300 milliards aujourd'hui. 300 milliards. Et 2 points de plus, ça ferait ça dépend du PIB à cet horizon. C'est quelques milliards, mais en tout cas 300 milliards aujourd'hui qui sont entre les mains des syndicats de travailleurs. Pour la finance, c'est insupportable. Et d'ailleurs, vous avez vu, les assureurs et les banques sont les seuls à véritablement se réjouir. Un peu trop fort d'ailleurs, à mon avis, parce que du coup, ça éclaire les intentions du gouvernement, cette réforme des retraites. Pourquoi ? Parce que le système par répartition va être rendu indigent. Et beaucoup de gens vont être poussés à compléter leurs revenus dans les retraites par capitalisation. Voilà ce qui va se passer. Donc, vous pouvez admettre qu'il y a des entreprises qui peuvent augmenter les salaires, qui peuvent augmenter le SMIC parce qu'elles ont de la trésorerie, parce qu'elles ont les reins solides, et puis il y a d'autres entreprises qui sont moins en situation de le faire. Mais vous savez, moi je ne parle jamais de l'entreprise. Je distingue bien. Il y a les PME, il y a les grandes entreprises. En tout cas, je sais une chose. On peut financer un départ à 60 ans à la retraite avec un bon niveau de pension, en faisant en sorte que les hommes et les femmes gagnent les mêmes salaires pour un travail égal, qu'il n'y ait plus ces inégalités salariales. Et puis oui, par la hausse des salaires et des cotisations. Donc vous dites encore un petit effort à Bruno Le Maire. Que de faire travailler toujours plus longtemps les Français, ça ne fonctionne pas. Et donc oui, l'issue raisonnable, c'est le retrait. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme samedi, il faut se mobiliser. Je dis aux Français, ne faites pas la grève par procuration, allez-y. Il faut se mobiliser. Pour l'instant, en tout cas, ni les fonctionnaires, ni le privé n'a vraiment fait la convergence. Mais ce sera une journée test et on verra ce soir si la mobilisation est à la hauteur de celle de décembre. C'est important. Rendez-vous dans la rue aujourd'hui. J'imagine. Vous serez dans la manifestation de la République à Saint-Augustin cet après-midi. Un mot quand même d'un drame qui a frappé un livreur à Paris. Christophe Castaner a effectivement dit que ça posait des questions légitimes quant aux conditions d'arrestation de cet homme qui s'est montré, semble-t-il, agressif, mais qui a été victime, semble-t-il aussi, l'enquête évidemment est ouverte, de traitements éventuellement assez rudes de la part des policiers. Nous aurons toujours besoin de mesures de coercition et parfois de l'usage de la force pour faire respecter la loi. En attendant, je crois que dans police républicaine, Elisabeth Martichoux, il y a républicaine. Et je crois que sur ce point de vue, nous avons un véritable problème avec la doctrine qui est employée dans la police. On voit bien, effectivement, on a vu avec la répression des Gilets jaunes, on a vu avec les éborgnés, l'usage des LBD. Il y a un véritable problème aujourd'hui dans la doctrine qui est employée. Ça ne nie pas du tout le fait que les conditions de travail des gardiens de la paix, je préfère le terme de gardiens de la paix que de force de l'ordre d'ailleurs, soient difficiles. Mais je crois que nous avons un vrai souci. Dans le cas que vous citez, en plus d'être livreur, c'est un père de 5 enfants qui laisse donc 5 enfants orphelins, dont on apprend dans le rapport d'autopsie que lors d'une interpellation avec un plaquage ventral, une pratique d'ailleurs dont nous avons demandé l'interdiction parce qu'on connaît son danger, il y a les précédents, notamment Adama Traoré, on s'en souvient, a eu le larynx fracturé, vous vous rendez compte ? D'interdire cette pratique effectivement controversée. Oui, d'ailleurs nous avons déposé une proposition de loi à l'Assemblée pour ça il y a quelques mois, pour demander à ce que, effectivement, par exemple, l'usage des LBD ou des grenades de désencerclement ou de ces plaquages ventraux qui sont des techniques parfois létales, eh bien, puissent être interdits. Vous avez un message au ministre de l'Intérieur pour conclure ? Je crois et j'aimerais qu'on puisse ouvrir véritablement un travail de fond
sur la relation entre la police et sa population, et que l'on soit soucieux véritablement de rétablir dans police républicaine la doctrine républicaine, qu'on réhabilite le terme de gardien de la paix plutôt que de déployer la force de manière il y a un extrêmement difficile. Je pense qu'il y a effectivement un vrai sujet et que ça mériterait d'être traité avec raison et que l'emploi de la police parfois, notamment s'agissant du préfet Lallemand dans les manifestations en Île-de-France, laisse à désirer. Oui, je le crois. Merci beaucoup Adrien Quatennens. Merci à vous.